Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La réputation sanitaire du Sénégal, quelle semaine que celle qui s'achève, la tragédie de Tivaouane qui a ému tout le pays, les 11 bébés morts après l'incendie dans le service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy, mercredi soir. En attendant les conclusions de l'enquête, le président de la République a limogé le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, remplacé par celle qui était sa directrice générale de la santé, le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Le drame de trop qui ressemble à celui survenu en avril 2021 à Linguère, la ville dont vous êtes le maire, Ali Ngouille Ndiaye. Bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à vos auditeurs de la RFM, ça fait un plaisir de retrouver votre studio. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Linguère, donc, il y a un an, Tivaouane 7 semaines. Comment avez-vous réagi à ce qui s'est passé à l'hôpital Mame Abdou de Tivaouane? Oui, tout d'abord, j'exprime en tout cas cette compassion, parce que c'est quand même, disons, une tragédie, il faut quand même le dire. Nous avions connu déjà l'année dernière à Linguère cet incendie donc, du centre de néonatologie qui avait fait déjà 4 bébés morts. À cela peut-être s'ajoute également le cas de Louga, le cas de Kaolack et le dernier cas, j'espère qu'il sera le dernier, donc celui de l'hôpital de Tivaouane. Nous profitons de votre antenne pour encore une fois présenter nos condoléances aux familles, au président de la République, au khalife général de Tidjane, au maire Demba Diop. Je sais qu'il est en train de vivre ce que j'ai vécu il y a à peu près 1 an. C'est très difficile. J'espère que des solutions seront prises pour que pareille situation ne puisse plus en tout cas être vécue, surtout dans les centres hospitaliers. Ouais. Le laxisme de l'État ou des personnels de santé, ce qui arrive dans les hôpitaux sénégalais? Bon, nous allons attendre quand même disons les enquêtes. Le président de la République a déjà demandé que des enquêtes soient faites avant même qu'il n'arrive. Je sais que le COSUEL était déjà sur le terrain. Peut-être que c'est un organisme que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas, en vérité. Vous savez, depuis 2017, l'État du Sénégal a mis en place un dispositif qui permette, avant que vous soyez abonné à l'électricité, il y a, disons, une structure agréée par le ministère de l'Énergie qui vérifie techniquement les installations. Normalement, si ceci est fait, au moins, il y a déjà certains accidents qu'on peut éviter. Et je pense que déjà, quand il y a eu ce problème, le COSUEL est déjà sur place et très certainement un rapport sera fait. On verra. Est-ce que c'est les installations techniques? Ça, c'est d'abord une chose. Est-ce que c'est le matériel? Parce que des fois aussi, vous savez, le matériel, nous ne produisons pas beaucoup de matériel. Nous achetons du matériel. Maintenant, il faut qu'on regarde est-ce que la qualité était bonne. Il y a peut-être beaucoup de choses que les techniciens, en tout cas, de façon objective, mettront sur le rapport. C'est important et qui permettra peut-être de prendre des décisions pour l'avenir. Mais je pense qu'au-delà maintenant des centres de néonatologie, il faut le faire vraiment pour même les anciens hôpitaux. Parce que quand même, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons, c'est vrai, nous avons amélioré de beaucoup la carte sanitaire du pays, mais il faut que ce soit également fait avec des installations de qualité. Il y a plus d'anciennes structures de santé que de nouvelles. Exact, c'est pourquoi j'ai dit, ça dit qu'aujourd'hui... Le gouvernement actuel, son chef, Macky Sall, évoque souvent la construction de nouveaux centres hospitaliers, mais l'existant déjà qui n'est pas de qualité. Bon, on ne dira pas qu'il n'est pas de qualité. Je pense qu'il faut peut-être
il faut rénover, vous savez, il faut construire, mais il faut entretenir. On est tous d'accord qu'un de nos principaux problèmes dans ce pays, c'est les entretiens. Ce n'est pas uniquement au niveau donc, des établissements publics, mais dans les établissements privés. Il faut entretenir, il faut surveiller. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire. Les budgets doivent être accompagnés de budgets d'entretien. Ce n'est pas uniquement du budget de nouvelles constructions. On a entendu plusieurs salariés des hôpitaux sénégalais disent que le budget pour l'entretien n'existe pas dans les... Exact, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et ce n'est pas uniquement pour la santé, ça existe également dans beaucoup de bâtiments de l'administration. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur. Quand vous rentrez à l'intérieur, dans certains bâtiments de l'administration territoriale, vous dites non. Donc, il y a effectivement beaucoup d'efforts à faire et je pense que c'est vrai, il y a des efforts qu'on est en train de faire en construisant de nouveaux bâtiments, mais il faut également améliorer. Vous avez dû remarquer, je ne sais pas si ça fait combien de temps vous n'êtes pas parti à l'hôpital principal, mais moi, quand je pars à l'hôpital principal ces dernières années, je suis vraiment, en tout cas, satisfait du niveau de travaux qui est en train d'être fait pour rénover. On dirait peut-être même un nouvel hôpital qui est construit. Oui, sans doute le meilleur du pays. Voilà, donc aujourd'hui, il faut... cache mal le justement, reste qui c'est pourquoi je dis il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. Soit c'est par des ressources internes, soit c'est par le budget de l'État. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on continue à mettre à niveau les anciens bâtiments, parce que les anciens bâtiments existent. Vous y mettez du nouveau matériel. Naturellement, il faut que ce matériel soit adapté, le branchement électrique. Il y a beaucoup de choses, surtout en matière d'électricité, qui méritent vraiment une surveillance très, très stricte. C'est pour ça que le limogeage d'Abdoulaye Diouf Sarr au poste de ministre de la Santé fait débat un peu. C'était nécessaire pour certains, parce que les drames se sont succédés dans les hôpitaux. On a parlé de Linguère, vous-même vous évoquez Louga avec l'affaire Astou Sorna, la femme décédée en couche par négligence, et ensuite Tivaouane cette semaine. Mais pour d'autres, ce n'est pas le départ de Diouf Sarr qui va changer les choses. Bon, ce n'est pas le départ de Diouf Sarr. Vous pourrez, si vous dites ça, c'est comme si vous dites également ce n'est pas le départ du directeur de l'hôpital. Mais bon, c'est des décisions qu'il fallait prendre. Le président a jugé utile de prendre cette décision. Mais ce n'est pas la seule décision qui est prise. Là aussi, il ne faut pas... Elle a pris cette décision et d'autres décisions, c'est qu'on aille faire les investigations et qu'on dépasse même le cas de Théon, qu'on fasse les investigations et certainement quand on fait les investigations, c'est pour y apporter des corrections. Je suppose que ce n'est pas uniquement pour les faire et peut-être plus tard retomber sur un pareil événement. Quand on fait le diagnostic, on se rend compte que la cause est de telle nature, il faut faire des préventions pour que cette cause ne revienne plus dans les autres structures du Sénégal. C'est ça ce qui est important. Lui faire porter le chapeau, seul pour le moment Disons, c'est normal, c'est le ministre, c'est lui le premier responsable. Tout simplement. C'est lui le premier responsable qui est chargé de mettre en œuvre la politique sanitaire du pays. Donc, qui d'autre voulez-vous qu'il supporte le premier? Je pense que ça peut s'arrêter à son niveau pour l'instant et puis maintenant qu'on apporte les corrections nécessaires. La question peut être posée si uniquement on s'arrêtait à limoger le ministre, mais on limoge le ministre, on prend les dispositions pour faire une évaluation objective. Si après cela on corrige, non seulement on corrige pour cet hôpital, mais qu'on corrige pour les autres, ce serait une bonne chose. À Linguère, on a eu malheureusement par exemple 4 bébés morts, mais on ne s'est pas arrêté juste à faire le constat. Aujourd'hui, à l'arrivée, on a refait un nouveau centre de néonatologie, d'ailleurs qui n'a pas encore pris service depuis lors, parce qu'aujourd'hui on était en train de faire les installations et on tient compte des erreurs qui se sont passées Mais celui, l'unique personne qui conduit les politiques du pays, les politiques nationales, il s'appelle le président de la République. Oui, bien sûr, mais il ne sait pas lui-même qui va tous les jours, je veux dire, qui est la personne qui exécute, même il y a le gouvernement aujourd'hui qui exécute les politiques définies par le président de la République. Et je pense qu'il faut quand même reconnaître que depuis, si vous regardez l'évolution de la carte sanitaire dans ce pays, beaucoup d'investissements ont été faits au niveau donc des structures sanitaires. Nous sommes passés pratiquement de 22 hôpitaux dans ce pays en 2011. Aujourd'hui, nous en sommes à 36 centres hospitaliers où on fait des soins et 4 autres qui ne sont pas des centres, donc on en est à quarantaine. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans ce secteur. C'est vrai, maintenant, il faut, en plus de mettre des choses nouvelles, il faut trouver le moyen d'en tenir ce qui était là.
Oui, vous avez anticipé sur votre hôpital, l'hôpital de Linguère, l'hôpital Magatlo. J'allais vous demander comment se porte ce service de néonatologie où 4 bébés, 4 nouveau-nés ont perdu la vie il y a un peu plus d'1 an. Et je rappelle que le procès des salariés de cet hôpital présumé responsable de ce drame devait se tenir d'ailleurs cette semaine, mais il a été renvoyé au 8 juin. Dites-nous comment se passe la maternité dans votre ville. Si aujourd'hui le service de néonatologie réfectionné ne fonctionne pas, comment sont pris en charge les bébés qui ont besoin d'être abrités dans ce service? Bon, pour l'instant, donc quand un bébé a besoin de ça, on le réfère, malheureusement à Touba. Vous savez, quand je connais bien le cas de Linguère, nous venons de loin. En 2012, en 2011, en 2012, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, au niveau de Linguère, nous avions uniquement un hôpital de niveau 1. À l'époque, la césarienne n'était pas gratuite. Nous avons eu beaucoup de décès pour cause de maternité et nous avions eu beaucoup d'accouchements à domicile. J'ai moi-même en 2012 financé, à l'époque je n'étais pas encore maire, la réfection de la maternité où je suis né, où beaucoup de cadres de Linguère étaient nés. Parce que c'était abandonné pour permettre aux femmes de Linguère de pouvoir accoucher dans une maternité en dehors de l'hôpital. Parce qu'il y avait quand même le district, ce qu'on appelle le dispensaire. Donc ça n'existait pas pendant des années. On l'a fait reprendre. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été améliorées vraiment entre 2012 et maintenant au niveau de Linguère. Peut-être cette émission, beaucoup de Linguérois l'écoutent. Moi-même, je faisais rarement des interventions pour qu'on amène des gens à Dakar ces dernières années parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations au niveau de l'hôpital de Linguère. Quand il y a eu cet incendie, quand il y a eu donc ces bébés morts, c'était triste, mais on a pris des dispositions pour le ministère d'ailleurs a immédiatement pris les dispositions pour qu'on puisse avoir un nouveau centre de néonatologie. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous avons un nouveau centre, l'équipement est déjà sur place, j'ai les vidéos, j'ai les photos que le directeur m'a envoyées. Au moment où je parle, nous avons des gens qui sont envoyés en formation dans les hôpitaux à Dakar et en principe devraient reprendre service dans une semaine voire 2 au maximum. Ça veut dire que le centre sera là. On aura vécu 1 an aussi difficile, mais maintenant c'est un problème qui sera bientôt derrière. La réouverture du service de néonatologie de Linguère dans les prochains jours. Dans les prochains jours. On vous a vu à Linguère, après ce drame de Linguère, on vous a vu conduire les mamans de ces 2 femmes bébés au palais présidentiel, rencontrer le chef de l'État, qui leur a distribué des enveloppes. Macky Sall qui, lui aussi, vendredi dernier, qui demande publiquement la liste des familles endeuillées, communication qui a choqué certaines communications du président de la République. Tout cela ne donne-t-il pas l'impression que vous, exécutif, vous monétarisez les drames, que pour certains d'ailleurs, que vous achetez l'inaction des victimes ou familles de victimes? Non, je pense que le cas que vous avez montré pour Linguère montre que ce n'est pas le cas. Parce que premièrement, nous avons pu, quand il y a eu tout de suite à Linguère, quand il y a eu cet incident, nous avons eu sur le plan administratif le directeur qui a été relevé de ses fonctions. Ça, c'est d'abord la première chose qui a été faite. Et la deuxième chose, nous avons, après évaluation, le ministre qui a envoyé, qui a demandé qu'une mission rénove carrément le centre. Et je vous ai dit, tout le processus, ça fait bientôt 1 an. Parce que je pense bien c'était au mois d'avril, donc un peu plus d'1 an. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous aurons un nouveau centre de néonatologie. C'est vrai, nous avons conduit des gens chez le président à Linguère parce que le président ne pouvait pas se déplacer, le délai était très court tout simplement. Nous avons envisagé, en accord avec les familles, de les amener chez le président, mais je pense que loin de là l'idée de monétariser, en tout cas ces drames, vous savez, on est quand même au Sénégal, nous sommes dans une société qui fonctionne avec ses règles et coutumes. Je pense qu'il faut le mettre plutôt dans ce cadre, mais ce qui est important, ce n'est pas l'aspect monétaire, mais c'est plutôt ce que nous prenons comme disposition sur le plan technique pour que pareille situation ne se reproduise plus. Le président Macky Sall qui a écourté son voyage à l'étranger pour se rendre à Tivaouane dès la survenue de ce drame à l'hôpital d'Abar, la solitude du chef de l'État. Il n'a pas de Premier ministre. Qu'en pense le ministre de l'Intérieur que vous avez été?
Bon, il n'a pas de Premier ministre, donc, mais le ministre de la Santé lui-même s'est déplacé avant que le président n'écoute son séjour. C'est le ministre de la Santé d'abord qui a le premier écouté son séjour et qui directement de l'aéroport s'est rendu à Tivaouane avant qu'il n'arrive. Le ministre de l'Intérieur, donc mon successeur, également a joué cette fonction parce que le président n'était pas là. Il s'est rendu auprès de... Donc jusqu'à 2h du matin, moi je vous ai suivi en direct sur la RFM, jusqu'à 2h du matin parce que j'étais à Linguère. J'ai suivi tout ce drame, je l'ai suivi au niveau de votre radio, toutes les interventions jusqu'à l'heure de l'arrivée du ministre de l'Intérieur. Donc ici, vraiment à ce niveau, je ne pense pas qu'on sente, en tout cas pour ce qu'a apprécié l'absence d'un Premier ministre, parce que les autorités qui devaient être sur place y ont été, le gouverneur était là-bas, le préfet et le procureur, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé et enfin le président de la République hier qui a écouté son séjour. La primature a été restaurée il y a maintenant 6 mois et Macky Sall ne nomme toujours pas de Premier ministre. La fonction, elle est nécessaire ou pas pour vous? Ah si, si on rebondit sur ce que vous venez de dire, en son absence, des ministres ont fait le travail que vous avez estimé être ce qu'il fallait faire. Non, dans ce cas précis, sauf que le Premier ministre, quand même, a également une fonction de coordination aujourd'hui. C'est vrai, c'est peut-être le président de la République qui le fait, c'est pourquoi un Premier ministre est bon dans nos situations. Le président a changé la Constitution, certainement c'est à cause des élections que ceci n'a pas été fait, pour éviter peut-être de faire un Premier et de le changer. Et je pense que le Premier ministre, très certainement, sera nommé après les élections législatives. Oui, prétexté d'une urgence à nommer un Premier ministre, à restaurer la primature, parce qu'il devait prendre la présidence de l'Union africaine, c'était en décembre. 6 mois après, rien du tout. Quand même étonnant, Ali Ngouille Ndiaye. Bon, maintenant, on sera... Bon, pas 6 mois, je pense qu'on est déjà à 4 mois. Je pense que dans 2 mois, certainement, le Premier ministre sera nommé. Après les législatives, il va falloir que vous gagniez les législatives, peut-être. On va les gagner, de toute façon. Et comment, Ali Ngouille Ndiaye, quand on regarde la percée de l'opposition, le phénomène Ousmane Sonko, ajouté à Khalifa Sall, à Aar Sénégal, Thierno Alassane Sall et sa bande. Ils étaient tous là. Élection à risque pour nous, pour votre coalition non, politique. je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est une élection que nous prenons très au sérieux, tout simplement. Vous savez, les élections, d'abord, se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Ici, nous avons une élection nationale et nous avons une compétition dans 46 départements. Donc, dans ces 46 départements où chaque coalition va choisir entre 1 et 7 députés. Et il y aura des compétitions ouvertes, mais tout se fera certainement dans toute démocratie, comme on le connaît d'ailleurs au Sénégal depuis quelques années. Et je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas de... Vous dites que ce sont des scrutins différents. Exact. Si vous le comparez par rapport aux élections locales. La plupart des coalitions investissent les mêmes qu'ils avaient mis sur leur liste de candidature aux élections territoriales. Non, pas autant. Vous savez, ici, comme j'ai dit, je vous ai même précisé que c'est une liste maximum de 7 personnes. Donc, dans les collectivités. Vous savez, ici, les élections... Les têtes de liste, c'est important aussi. Non? Oui, bien sûr. Mais les élections se passent au niveau des départements. Par exemple, moi, à Linguère, quand je compétis avec quelqu'un d'autre qui est en face de moi et les Linguérois apprécient nous deux avant même de penser à la liste nationale. Vous savez, on ne vote pas pour la liste nationale. On vote pour les listes départementales, on cumule pour la liste nationale. Donc les élections se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. On verra. Les décisions du Conseil constitutionnel en faveur des listes de Yewwi et de Benno qui a été menacées d'invalidation, ce n'est pas du droit, selon certains. Pour des organisations de la société civile, ce sont des décisions d'apaisement de l'espace politique et du climat national en général. Pour la coalition Aar Sénégal, c'est du combine belé. J'ai écouté tous les commentaires. Vous savez, dans notre pays, il faut se féliciter qu'on ait un conseil constitutionnel qui, quoi qu'on puisse dire, arbitre les élections. Et depuis longtemps, les autorités politiques se plient à cette décision. Heureusement d'ailleurs que nos conflits électoraux ne se règlent pas dans la rue. C'est important. Vous savez, moi, avant d'être ministre de l'Intérieur, j'ai été également, avant même d'être ministre, j'étais un simple citoyen. J'ai voté, déjà en 1993, j'étais aux États-Unis. Ce n'était pas évident à l'époque au Sénégal qu'on aille voter jusqu'aux États-Unis. En 1993. En 1998, il y a eu un changement important dans le système de vote. Quand Djiboka, feu Djiboka, paix à son âme,
a quitté le Parti socialiste. 2 ans après, il crée le renouveau. Il part aux élections, il a un groupe parlementaire. Tout le monde se dit, mais pourtant cette histoire-là, ça marche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si les gens ne sont pas d'accord avec le régime, on peut se lever, aller aux élections, avoir un résultat appréciable. Les Sénégalais sont conscients 2 ans après, avec l'élection du président Abdoulaye Wade, l'élection organisée par le président Diouf, qu'on ne peut plus voler des élections. On a des textes sur lesquels on s'entend, on va aux élections et le meilleur gagne, ou bien celui que les Sénégalais ont choisi gagne. Et le lendemain, on va au travail. En 2000, moi je me rappelle bien, ce jour-là, au 2e tour, j'ai voté à Linguère, c'était un dimanche. Le lundi, je suis parti à la banque travailler, il n'y a pas eu de problème. On venait de changer de régime. Pourtant, avant qu'on aille à cette élection, il y a eu tellement de bruit, ces fameuses cartes avec lesquelles on avait décidé de ne pas voter, le fichier électoral, le problème qui revient toujours. Les cartes dites israéliennes. Oui, les cartes israéliennes. Mais quand on a tranché... Carte pour carte, vous en avez eu aussi sous votre... Oui, bien sûr, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi ça n'a jamais été un problème. Les politiques, des fois, ils parlent de beaucoup de choses. En réalité, ils savent que ce n'est même pas un problème. Mais à l'arrivée, on se rend compte que nous avons quelque chose qui nous arbitre, c'est le code électoral, c'est la Constitution. Et celui qui est censé l'interpréter, ici, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a interprété, d'accord ou pas d'accord, les politiques sont toujours d'accord à l'arrivée, parce que tout simplement, on se rend compte que c'est l'arbitraire qu'il fallait. On les appelle des sages. Des politiques dont vous, d'ailleurs, parce que vous avez déclaré vous-même sur notre antenne que la liste Yewwi Askan Wi, par exemple, la liste Yewwi à Dakar, n'a pas respecté la parité, donc ne peut pas être validée. C'est mon interprétation. Moi, parce que je considère, parce que je viens quand même du ministère de l'Intérieur, la direction générale des élections a travaillé sous ma responsabilité. Donc, la liste qui était déposée, on est tous d'accord, la liste qui était déposée n'était pas paritaire. Ça, même eux, ils l'ont reconnu d'ailleurs. Maintenant, le problème qui se pose, le Conseil constitutionnel a dit, le Conseil constitutionnel n'a pas dit que la liste est paritaire, le Conseil constitutionnel a dit qu'il fallait leur permettre de revenir remplacer des gens qui ont démissionné. Moi, j'ai bien vu les 8 décisions, j'ai lu toutes les décisions. Donc, c'est peut-être ça ici, le cas. Pour l'instant, on en est là. Le Conseil a rendu 8 décisions. À l'étape DGE, on peut prendre des décisions fermes, définitives, pas définitives, parce que les gens peuvent faire des recours. Mais si la DGE décèle... la DGE a décelé et a fait une interprétation... Le non-respect de la parité, et qu'on regarde la loi électorale... A fait une interprétation. Ça dit, la DGE fait une interprétation. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Cette liste ne doit pas passer. Exact. Maintenant, la DGE fait... et accompagné d'un acte administratif que également l'autre cas est libre d'attaquer, parce qu'il y a d'autres décisions qui ont été attaquées. Il y avait 8 décisions qui avaient été attaquées. Sur les 8 décisions, le Conseil constitutionnel a donné raison à la DGE. Sur les 7, elle n'a pas donné raison pour la 8e décision. Le Conseil constitutionnel a-t-il regardé le droit, la loi électorale pour prendre cette décision? Je suppose que oui, parce que c'est des gens du droit. Moi, je ne suis pas un homme de droit, mais je sais quand même lire des textes et les interpréter. Maintenant, le problème qui se pose ici... Quand on parle de décision d'apaisement, c'est vraiment autre chose. Non, ça c'est les gens qui parlent de décision d'apaisement. Selon moi, je considère que c'est des décisions qui sont prises. La Constitution permet au Conseil constitutionnel de prendre une décision, et cette décision, qu'elle ne m'agrée pas, sont sans recours. Ceux qui parlent de commune volée estiment que si le Conseil constitutionnel appliquait la loi dans toute sa rigueur, Benno aussi serait fort close. Et pour arranger tout le monde, on met Benno, on met Yewwi. Je ne suis pas d'accord, parce que si vous me citez moi-même, vous considérez, moi ce que j'avais dit dans tous les cas de figure concernant la liste de Benno, allez regarder le code électoral. Ce qu'on dit, d'abord on dissocie dans le code électoral les listes titulaires et les listes de suppléants, et dans la liste de suppléants, c'est là-bas où on dit qu'il y a des problèmes de parité au niveau de la liste de Benno. Pour une liste proportionnelle, même si on écarte cette liste de suppléants, ça n'empêche pas à la liste titulaire d'aller aux élections. Alors, on verra ce que ça donne pour d'autres d'ailleurs. Yewwi n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous y croyez que le remplacement doit être exact et qu'il ne faut pas faire autre chose que de remplacer, notamment sur la liste nationale. En matière de remplacement, c'est ce que le texte électoral dit. Donc on attend aujourd'hui la réaction du ministre de l'Intérieur quand tout ça sera fait, parce que de toute façon, nous avons déjà une première réaction du Conseil constitutionnel. Le ministère de l'Intérieur doit normalement rendre les listes, en tout cas arrêter la liste, tenant compte également de sa position, et les partis qui ne seront pas d'accord après l'arrêt de cette liste également sont tenus certainement d'aller revoir le Conseil constitutionnel, qui est en définitive l'arbitre final. Vous parliez tout à l'heure
des législatives de 98 avec la percée de Djiboka et de l'URD à l'époque, il y en a qui font une petite comparaison et disent que ce qu'on a connu en 98, les législatives considérées comme les pires de l'histoire politique du pays, c'est ce qu'on est en train de vivre en 2022 avec toutes ces polémiques autour des listes de candidatures. Vous pensez que c'est comparable? Non, je ne pense pas que les législatives de 98 soient les pires du pays, du tout. Non, les législatives de 98 sont bien passées. Il y en a eu la percée de Djiboka. Ces élections également, à mon avis, se passeront très bien, comme les élections présidentielles sont bien passées. Les élections locales, malgré tout le bruit qu'il y avait tout autour, se sont très bien passées. C'est la même direction générale des élections qui a organisé ces élections. Certaines personnes sont devenues maires avec cette même direction des élections. Je pense qu'à ce niveau, vraiment, au Sénégal, on a dépassé ce cap. C'est vrai, on fait peut-être beaucoup de bruit avant, mais bon, quand tout sera terminé, je pense déjà à partir du 31 mai, les listes seront sorties, les listes seront publiées, et puis voilà, on va être peut-être là pendant une semaine de polémique de listes qui est investie, qui n'est pas investie, parce que maintenant tout ce sera à grand jour, et puis voilà, après on va aller aux élections, et puis ceux que les Sénégalais choisiront gagneront, et je pense bien qu'ils choisiront la liste Benno Bokk Yakaar en majorité. Vous évoquez les élections municipales et départementales de janvier, les grandes villes que Benno a perdues. Oui. Nous avons perdu Dakar, oui, nous avons perdu Dakar, nous avons également perdu Guédiawaye. Vous avez gagné à Linguère, mais dans d'autres grandes villes, Benno... Oui, mais si vous regardez dans l'ensemble des communes, vous savez, depuis 2013, les communes sont d'égale dignité, donc nous avons quand même gagné une grande majorité, nous n'en avons pas gagné peut-être les grandes villes, sur les villes nous avons gagné une ville sur les 5, parce que nous n'avons pas gagné Rufisque, nous n'avons pas gagné Thiès, nous n'avons pas gagné Dakar et Guédiawaye. Donc ça, c'est des réalités, mais aujourd'hui, si vous regardez la circonscription en tant que telle, Thiès, même si on n'a pas gagné la ville, nous avons gagné le département de Thiès. Quelle est la responsabilité de Macky Sall, le chef de votre parti et de votre coalition, dans ces défaites-là? Problème de staffing, de casting de sa part? Non, je ne peux pas dire que c'est un problème de staffing, parce que d'abord, c'est une élection locale. C'est une élection locale, le président Macky Sall a eu à faire des choix. Certains de ces choix, peut-être n'ont peut-être même pas été appréciés par une partie de son camp, c'est ce qui a justifié les listes parallèles, mais bon, à l'arrivée, nous avons quand même gagné une grande majorité. Aujourd'hui, nous allons dans une élection nationale qui est différente. Il faut que chacun se remobilise, qu'on taise nos querelles pour pouvoir aller ensemble et gagner les circonscriptions départementales, parce que le problème se situe à ce niveau. Il faut gagner le département, et il faut gagner largement là où on peut le faire pour atténuer la part des autres listes au niveau de la liste nationale. Vous savez, dans cette élection-là, on risque d'avoir certains problèmes. Je parle des politiques de façon générale. Parce que vous savez, aux élections de 2017, nous avions eu à peu près avec 53% de taux de participation, un quotient national qui était de 55 000 électeurs. Pour cette élection-ci, le quotient national risque d'aller à 70 000 électeurs, avec ce même taux de participation. Ça veut dire que ça va être plus difficile pour les petits partis d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Aux dernières élections, sur 47 listes, nous avions 13 listes qui étaient à l'Assemblée nationale, dont 8 avec le plus fort reste. Cette fois-ci, nous... Qui n'existe plus d'ailleurs. Si, ça va exister. Le plus fort reste toujours. Ah oui, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile, mais ça va exister. Nous avons 8 listes. Normalement, avec 53% de taux de participation, ça veut dire que pour avoir un député, il faut entre 70 000 et 71 000 électeurs. Bon, c'est d'abord ça, le quotient qui permet d'avoir un député sur la nationale. Bon, tout ce qui reste, naturellement, sera forcément le plus fort reste. Le plus fort reste existera toujours, mais le fait qu'on ait réduit la liste de 60 à 53, le fait également qu'il y ait cette sélection va rendre plus difficile ce plus fort reste, mais bon, quoi qu'il en soit, on aura au maximum 8 coalitions qui seront présentes à l'Assemblée nationale. Actuellement, on en a 13. Ouais. On va voir 8 avant que les décisions définitives ne soient prises. On verra. Vous parliez d'élections qui sont bien organisées au Sénégal depuis très longtemps, au plan administratif. Oui. Et maintenant, l'attitude des politiques. L'appel à manifester lundi soir d'Ousmane Sonko
Ousmane Sonko qui appelle à manifester si les listes de Yewwi étaient empêchées de participer à ces législatives. Le président de PASTEF qui souhaiterait rassembler 200 000 personnes à Dakar pour marcher sur le palais présidentiel, déloger Macky Sall. Quel est votre commentaire sur cette déclaration? Je pense que c'est une erreur de communication. Il peut quand même appeler ces gens à venir. Il n'y a pas de problème en démocratie. Rien n'empêche que les gens puissent se retrouver dans la paix, dans la concorde, manifester leur soutien. Mais aller déloger le président de la République, je pense que c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé dans tous les cas de figure. Nous sommes au Sénégal, c'est un pays démocratique. Le président de la République a été bien élu, très bien élu par les Sénégalais, qui sont encore là aujourd'hui. Et ce sont sur ces Sénégalais qu'Ousmane Sonko veut compter pour le déloger. Ce n'est pas possible et ce n'est pas pertinent, tout simplement. La responsabilité des hommes politiques, parce que Macky Sall avait lui-même tenu les mêmes propos lorsqu'il était opposant à Abdoulaye Wade en 2011. Mais ça n'a pas eu lieu. Parce que les Sénégalais comprennent également le système des élections. Parce que beaucoup de Sénégalais se sont dit, au lieu de le faire, nous attendons simplement et on en a quatre. Si on n'est pas d'accord avec le régime en place, on le change aux élections. Aly Ngouille Ndiaye, vous avez été ministre de l'Intérieur entre 2017 et 2019. Donc, la criminalité maintenant, une énorme préoccupation après la survenue de plusieurs meurtres ou assassinats ces derniers temps. Et c'est dû à quoi, selon vous? Bon, j'avoue que ce que je peux dire aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qu'il faut poser sur l'évolution même de la société sénégalaise. Si vous regardez ces derniers meurtres, ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'équipement, ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'effectifs de la police, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de surveillance. Si vous regardez, c'est beaucoup plus des problèmes familiaux, ou à la limite, où c'est beaucoup plus des problèmes où il est difficile de mettre, je prends juste peut-être les deux derniers cas qui sont tragiques que nous avons connus. C'est le cas du fameux bijoutier Lam qui a été tué par quelqu'un qui était très proche de lui. Nous avons également le dernier cas de la dame Kiné Gaye qui était également tuée par quelqu'un qui était son superviseur. Donc aujourd'hui, on se pose des questions sur comment la société peut faire aujourd'hui tellement de pression sur les populations pour qu'on puisse tuer, dit-on, pour juste parce qu'on a besoin de l'argent pour faire un baptême. Ça, c'est des questions qu'on doit aujourd'hui se poser à nos niveaux et voir comment on doit y amener des solutions. Vous savez, sur l'État, j'avoue qu'avant même que je sois ministre de l'Intérieur, pendant que j'ai été ministre de l'Intérieur et après, a pris beaucoup de dispositions pour renforcer la couverture de la police et de la gendarmerie. Parce que moi, je vais Dakar, je sais, Dakar où j'habite, je sais ce que la police est en train de faire. Linguère également, où je suis maire, je sais ce que la gendarmerie qui couvre cette zone est en train de faire. Et c'est important, nous avons une excellente couverture actuellement depuis quelques années. Ces deux forces ont non seulement de plus en plus de spécialistes, mais en plus de cela, c'est parce qu'ils ont des spécialistes qu'on a un les forces de sécurité n'ont pas suffisamment de moyens à la hauteur faut pas le dire, de leur travail qui les attend sur le terrain. Je vous dis, quand vous dites qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, si les forces de police ont quand même beaucoup de moyens, en tout cas si je compare. Les moyens humains surtout, d'abord, et puis aussi les moyens. Même les moyens matériels. Même les moyens humains ces dernières années, jusqu'à l'année dernière, nous avons eu beaucoup d'évolutions. Si vous cumulez les effectifs de la gendarmerie et de la police, nous avons une très bonne couverture. Et pourquoi alors certains Sénégalais, ou beaucoup de Sénégalais, ne sont pas en sécurité? Les cas d'agression se multiplient tous les jours. C'est vrai, il y a des routes que des usagers ne veulent pas emprunter à certaines heures. Pourquoi on ne se sent pas en sécurité dans ce pays? Bon, je ne dirais pas qu'on ne se sent pas en sécurité dans ce pays, parce que moi je circule dans ce pays sans garde de corps ni rien du tout et je conduis moi-même mon véhicule. Et je ne me donne pas personnellement de sens interdit. Mais je sais qu'il y a encore des efforts à faire. Aujourd'hui, nous avons amélioré la couverture, nous avons amélioré les équipements, aussi bien la police que la gendarmerie, nous avons augmenté également les effectifs. Ça, c'est des réalités. Quand je prends uniquement Dakar, nous avons 8 commissariats qui ont été ces deux années ou 3 années inaugurés et nous avons encore 8 en perspective. La gendarmerie a fait beaucoup de choses. Moi, je prends le cas que je connais parce que je suis quand même du monde rural. Beaucoup de choses. Donc, à ce niveau, vraiment, nous avons des réalisations et il y a beaucoup d'effectifs recrutés.
également par la police et la gendarmerie. Ça aussi, c'est des réalités. Maintenant, c'est vrai, nous avons encore peut-être des choses à faire pour certaines niches où il y a encore du banditisme, qu'on puisse aujourd'hui les enrayer carrément. Surtout des grandes villes, c'est aussi au niveau des grandes villes, et je salue d'ailleurs à ce niveau la coopération que je vois entre la police et la gendarmerie dans les zones où, en faisant des contrôles mixtes ensemble pour enlever en tout cas ces niches de banditisme. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le gouverneur avait pris des décisions par rapport aux fameux 2 roues là, et je pense que c'est des décisions qu'il faut aujourd'hui appliquer sur le terrain, parce que tous les derniers cas d'agression que nous avons vus, c'est avec ça, et je pense qu'il faut l'arrêter. Et quand Dakar est maintenant envahi par les motos Jakarta, ça va être un autre problème. Je suis parfaitement d'accord avec vous, et je pense que les dispositions seront prises pour qu'on puisse l'arrêter déjà. La criminalité, c'était le principal thème de cette question qu'on évoque là, à l'instant, Abdou Ngouille. Est-ce qu'on évalue son ampleur dans le pays? Est-ce qu'il y a des chiffres disponibles pour dire que l'alerte il est jaune, orange ou rouge? Ah si, il y a des évaluations qui sont faites régulièrement et des publications sont faites. C'est même pas des choses qu'on cache. Si vous regardez, si vous vous approchez de la gendarmerie ou de la police, on vous donne carrément les chiffres. Je pense que c'est chaque trimestre. On vous donne les éléments. Moi, au ministère de l'Intérieur, je les avais. Et certainement, et ce n'est pas des informations qui sont confidentielles, accessibles aujourd'hui au public. Nous recevons donc Ali Ngouille, qui est aussi agriculteur. On parlera tout à l'heure du monde rural, puisque vous référez beaucoup à ces origines qui vous tiennent à cœur. Mais avant, il y a la colère des enseignants. Surpris par la fiscalisation des augmentations sur leur salaire. Et les syndicats, à nouveau en ordre de bataille. On pensait que la crise scolaire, elle était finie, elle rebondit. Oui, malheureusement. Je dis malheureusement parce que d'abord, nous avons tous vécu à tous les niveaux, enseignants, gouvernement, les syndicats, les parents d'élèves, tous, en tout cas, dans l'angoisse, il y a de cela quelque temps, jusqu'à ce qu'il y ait cet accord de mars. Donc, si effectivement, au mois de mai, nous nous retrouvons tout de suite face à un désaccord, on se pose des questions. Personnellement, je me pose la même question que se posent peut-être beaucoup de Sénégalais, pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, nous sommes parents d'élèves, je suis parent d'élèves. Et deuxièmement, j'ai également beaucoup d'amis, beaucoup de militants qui sont également des enseignants aujourd'hui et qui nous interpellent, en tout cas sur ce différend qui les oppose. J'ai eu moi-même à m'entretenir de ce problème avec le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, à m'entretenir également avec des syndicalistes, parce que quand même Dieu a fait que j'ai moi peut-être de bons rapports avec tous ces gens-là, parce que j'ai eu même pendant la crise à discuter, même si c'est de façon discrète, avec certains d'entre eux pour qu'on puisse trouver une solution. Aujourd'hui, le gouvernement avait fait un accord sur 7 points et je pense objectivement qu'il ne doit pas être difficile de mettre en œuvre ces 7 points. Parce qu'un accord, ou dit-on une convention, c'est la loi des partis. Chaque parti doit respecter sa part de l'accord. Et concernant en tout cas ce problème État-syndicat, ce n'est pas difficile de regarder si au départ en tout cas ils avaient la même compréhension. Parce que moi j'ai bien le document, j'ai également la position des enseignants. Est-ce que le gouvernement, parce que dans la position du gouvernement on disait que chaque enseignant, en tout cas en fonction de sa catégorie ou de son grade, avait une plage d'augmentation possible. Je suppose que, et j'ai bien discuté moi-même avec les fonctionnaires des finances à l'époque, ce qui était dit, c'est que s'il y a une divergence pour une personne ou peut-être pour un certain nombre de personnes, que les gens étaient disposés à le corriger. Vous savez, moi, j'ai été dans le gouvernement pendant longtemps. Ils disent on ne peut pas parler de ponction d'impôts, de taxes sur les augmentations. Vous savez, maintenant, on ne parle plus on parle d'accord. Quand on parle d'accord, on écrit.
Aussi, c'est important. Je pense qu'il faut juste qu'on se... C'est là qu'il parle de tromperie du gouvernement, parce que le gouvernement avait tacitement pris peut-être l'engagement de donner du net à payer. Non, je vais vous dire, moi, j'ai quand même siégé au Conseil des ministres pendant 8 ans et demi. Et je me rappelle la position du président Macky Sall avec les premiers accords. Sa position, c'était très simple. Ne signez pas si vous n'êtes pas sûr de pouvoir exécuter. Et je suis formel. Je n'ai pas été à la table du Conseil des ministres quand ça s'est fait en mars 2012, mais je suppose que les mêmes mots ont dû être répétés. Donc un accord a été signé, chacun est tenu de respecter ses engagements. Et je pense d'ailleurs qu'il y a dans cet accord la mise en place d'un comité de suivi. Et vraiment, à ce niveau, il ne doit pas y avoir beaucoup de problèmes. Parce que c'est quoi? Moi-même, j'ai analysé des bulletins de salaire. Hein. Je vous dis tout de suite, j'ai analysé des bulletins de salaire d'enseignants pour voir ce qui a été fait. Il y a pour certains, effectivement, ils sont dans la fourchette qui était prévue. Il y en a, j'ai vu moi-même. Pour d'autres, ils ne sont pas dans la fourchette. Donc, à ce niveau, puisque c'était prévu de faire un comité de suivi, moi, ce que je vais faire, j'ai invité, en tout cas les enseignants, dans le cadre du comité de suivi, à ramener sur la table. Parce que le comité de suivi... Il y a une rencontre qui est prévue demain lundi. Le comité monitoring de suivi, pour le comité de réévaluer. C'était dans les accords. Il y a la mise en place d'un comité de suivi. Donc, il faut se retrouver dans le comité de suivi. Et je sais que si le gouvernement a pris ses engagements, ou bien si le gouvernement n'a pas eu la même compréhension des choses, certainement les gens vont discuter et remettre ça sur la table. Comme ça, les gens vont corriger et les enseignants se retrouveront par rapport aux engagements qui ont été pris par le gouvernement et qu'également, ils ont dû répercuter à leurs membres avant de lever la grève. Je pense vraiment à ce niveau que chacun revienne à la raison parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'encore d'une nouvelle crise de l'éducation. Et je considère que, en tout cas, les enseignants avec qui j'ai parlé, notamment les syndicalistes, sont très responsables et connaissent également les enjeux et je pense que des solutions seront trouvées très prochainement. En tout cas, nous sommes à quelques... Je pense bien que lundi, ils trouveront une solution. Nous sommes à quelques petites semaines des examens de fin d'année. J'ai parlé de vos qualités d'agriculteur. C'est vraiment annexe par rapport aux fonctions administratives et politiques qu'on vous connaît. Les premières pluies sont tombées cette année, hivernage prématuré comme prévu par la météo, prématuré et abondant selon les prévisions. Les semences et autres engrais et autres intrants à distribuer aux paysans par le gouvernement, pas vraiment disponibles. Ah si, l'engrais est disponible. On a entendu beaucoup de villages se plaindre de l'absence du dispositif de distribution. Bon, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il semble que l'hivernage se soit installé un peu plus tôt. En tout cas, parce qu'on a vu en tout cas ce qui semble être une première pluie à Dakar. Nous, chez nous, on n'attend pas la pluie avant le 15 juillet. Donc, moi, je considère que c'est des pluies précoces. Peut-être que ça peut venir au moins au mois de juin, mais mois de mai, quand même, c'est très tôt. En tout cas, pour nous, je parle de Linguère et autres. Dans beaucoup d'endroits également, c'est tôt. Peut-être au sud, non. Peut-être à l'est également, non. Je pense qu'on a encore quand même du temps, le mois de juin, pour mettre en place les engrais, pour mettre en place les semences. Et je pense que le ministre de l'Agriculture est en train de prendre toutes les dispositions pour que tout soit mis en place et pour également qu'on puisse faire aujourd'hui un programme spécial pour faire face à la crise qui se pointe avec les conséquences de la guerre de l'Ukraine. Donc je pense que cette année, pour produire plus de céréales que nous avons fait déjà par le passé, et également nous mettre un peu à l'abri. Ça va être compliqué si les répercussions de la crise internationale sont ressenties dans le monde rural, une agriculture déficitaire, non, à Linguiaï, quand même des zones du pays sont menacées par une insécurité alimentaire, l'expression préférée du gouvernement du Sénégal pour éviter de dire famine. Bon, je pense quand même que nous sommes tous d'accord que dans ce pays, nous avons vraiment ces dernières années connu beaucoup d'améliorations en termes de production de céréales. Que ce soit du riz, même si on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, que ce soit du mil, que ce soit du maïs. Que vous le dites. Je le dis parce que je sais que vous allez le poser. Mais je dis, même si on n'a pas atteint, nous avons quand même eu
de très bonnes évolutions ces dernières années. Il faut aujourd'hui qu'on continue, d'autant plus que nous avons les dispositions, que ce soit les terres cultivables, que ce soit le matériel agricole, et le gouvernement a mis beaucoup d'argent au niveau de l'agriculture pour qu'on puisse améliorer notre production de céréales. Et nous devons le faire parce que, vous l'avez dit, avec la guerre en Ukraine, nous allons certainement ressentir beaucoup de problèmes. Vous savez, je disais dans une émission à laquelle j'ai participé il n'y a pas longtemps que l'année dernière, en 2021, nous avons importé plus de 400 000 tonnes de maïs. Le maïs n'est pas difficile à produire, mais il se trouve tout simplement que avant la crise, c'était peut-être moins cher pour notamment les industries d'importer du maïs. Parce qu'ailleurs, l'agriculture est bien subventionnée. Parce que les boulangers eux-mêmes disent on peut améliorer la qualité de notre pain et même baisser les prix si les céréales locales étaient abordables. La farine importée coûte moins cher que les céréales locales. Je suis d'accord, mais quel paradoxe. Oui, ça coûte moins cher parce que tout simplement, ces agricultures et ces agriculteurs sont fortement subventionnés. Mais aujourd'hui, c'est vrai, malgré les subventions, avec les augmentations sur les prix de transport et peut-être également avec le phénomène donc, de la guerre dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être plus difficile et ça donne un contexte favorable pour une production abondante chez nous. Et je pense que déjà, quand je prends le cas du maïs, le ministre de l'Agriculture est en train de prendre les dispositions avec l'interprofession pour en produire davantage pour le cas du maïs. Et certainement, d'autres dispositions seront prises pour le mil parce que nous savons le faire. Nous savons cultiver du maïs, nous savons cultiver du mil, du riz. Je parle peut-être même pas de blé parce que le blé c'est peut-être un peu différent. Mais nous avons quand même beaucoup de céréales que nous pouvons faire nous-mêmes et beaucoup d'autres produits que nous pouvons faire parce que quand même, à ce niveau également, il faut le reconnaître, beaucoup d'investissements ont été faits par le président de la République depuis 2012, notamment sur le plan du matériel agricole. Aliou Ngouille Ndiaye, membre du gouvernement sous Macky Sall pendant près de 9 ans. 8 ans et demi. Vous avez quitté ce gouvernement en 2019 après... 2020. En 2020 déjà ouais, novembre 2020. Exactement. Ce départ du gouvernement, beaucoup ne l'avaient pas compris. Vous qui êtes présenté comme un militant de la première heure aux côtés de Macky Sall dans le parti APR, mais en même temps, on vous cite beaucoup dans un travail de long que vous faites, même les événements de 2021, de mars 2021, vous parlez des enseignants, de la crise scolaire et de vos implications non officielles. Quel est le rôle aujourd'hui que vous jouez aux côtés de Macky Sall, vraiment? Bon, disons que je suis, comme vous l'avez dit, je suis un ancien membre du gouvernement et pas dans n'importe quelle position. J'ai également la possibilité quand même de, comme j'ai dit, d'interagir avec le président de la République et ses ministres, et également d'autres segments de la société. Ce que je continue de faire. J'ai même peut-être un peu plus de temps maintenant pour le faire, que ce soit pour le parti comme pour le pays. On est dans ça et alhamdoulilah, ça se passe bien. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Macky Sall, il ne devait pas écarter, c'est le terme utilisé à l'époque, ces gens qui sont à côté de lui, qui travaillent avec lui depuis même l'opposition Bon, disons que je serais peut-être mal placé pour y répondre. C'est peut-être le président Macky Sall, une fois que vous aurez l'occasion de lui parler, qui vous dira pourquoi. Mais vraiment, moi, personnellement, je considère que j'avais un travail à faire dans le gouvernement. Depuis le 1er novembre, je n'y suis plus, mais j'ai d'autres choses que je suis en train de faire également et qui se passent bien. Vous êtes tête de liste Benno pour votre département? Très probablement. Pourquoi? J'ai dit très probablement parce que la liste officielle sortira certainement le 31. Oui, dans 2 jours. Mais est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les bons choix seront faits de votre côté? Bons choix, dans le sens que vous espérez gagner avec ça? Oui, mais vous savez, quand on choisit, on élimine. Ça, c'est... les Wolofs le disent, Koutan Bayi. Parce que c'est pas évident. Vous savez, quand je prends mon département, le département de Linguère, nous choisirons 2 personnes. Tout simplement, comme titulaire, il y a beaucoup de responsables. Il y a beaucoup de responsables qui sont là, qui travaillent depuis très longtemps et chacun pense qu'il aurait pu l'être. Mais ce qui est surtout important aujourd'hui pour cette élection, pour l'enjeu de cette élection, qu'on puisse aller ensemble, c'est des choix que le président a eu à faire pour aller avec lui dans ses choix et gagner ces élections. C'est ça surtout qui est important plutôt que nos positions personnelles. La concurrence maintenant dans votre département, les 2 ministres, Ali Saleh Diop et Samba Ndiobenka. Oui, mais il n'y a pas de problème. On ira ensemble aux élections, on va gagner. À Linguère, de toute façon. Nous, on n'a pas de problème. À Linguère, je suis formel que nous allons gagner. Certains de vos militants estiment que vous avez gagné, reconquérir la mairie.
si vous gagnez les législatives, alors pour eux, légitimement, vous devez retourner au gouvernement. Que leur dites-vous? Ce n'est pas forcément lié parce que nous voudrons que 46 départements, car les 46 départements qu'on gagne, et tous ceux qui gagneront dans les 46 départements ne peuvent pas aller dans le gouvernement. Donc ce n'est pas lié. Merci à Aly Ngouille Ndiaye d'être passé devant le grand jury de RFM, ancien ministre de l'Intérieur, maire de Linguère. Merci à Yaya et Abdou. Nous n'oublions pas notre collègue Ndiaye, grand humoriste sur TFM et RFM, qui nous a quittés mardi. Ndiaye était tout simplement talentueux. Nos prières pour lui et nos pensées à sa famille. Restez avec nous. Bonne fin de week-end à tous et le grand jury dimanche prochain. Le tourne le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous? Nous blessé, blessé par vos paroles amères. J'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons-le, marche disons s'aime. Ta peine nourrit ma haine, amère est l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus grand. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés, nous resterons toujours. Dis-moi, Prince, lan nga gën a ragal ci àdduna? Passer à côté de ma vie. Dem ba màgget di rëccu lu ma def ak lu ma deful. Les regrets. wax nga dëgg. lu jar a sóoraale la. Chaque choix est déterminant dans la vie. C'est vrai et c'est pourquoi je ne veux pas passer à côté de toi, Aminata. Arrête, Prince. Mais arrête lan, Aminata. Li may yëg pour yow ragaluma ko. Je crie mon amour pour toi haut et fort. Et je l'assume pleinement, tout simplement parce que c'est toi que mon cœur a choisi. Dama la bëgg, Aminata. Prince, il fut un temps où je ressentais exactement la même chose que toi. Mais l'eau a coulé sous les ponts. Mais ça veut juste dire que